Dragon Ball Sparking Zero est sorti depuis le 11 octobre 2024 et depuis sa sortie, je n'ai pas encore eu réellement l'occasion de donner mon avis sur ce jeu. Quelque temps après, on a aussi eu la nouvelle série animée Dragon Ball Daima qui est sortie et qui suscite actuellement énormément de controverses. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez atypique étant donné qu'on ne va pas parler des sujets dont on a l'habitude de traiter sur la chaîne, mais on va plutôt sortir de notre zone de confort et on va essayer de parler de Dragon Ball dans sa globalité, ou plus précisément, on va parler dans cette vidéo de Dragon Ball Sparking Zero, le jeu qui est sorti le 11 octobre, et de la série animée Dragon Ball Daima qui aussi suscite pas mal de controverses. Bon les amis, on va déjà commencer par parler du jeu Dragon Ball Sparking Zero parce que moi, personnellement, c'est ce que j'attendais le plus en cette fin d'année 2024. Bon, on l'a eu. Maintenant, quel est mon avis concernant ce jeu? C'est ce que je vais essayer de donner dans la vidéo d'aujourd'hui. D'après les nombreuses interviews des ayants droit sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero, on a appris qu'avant sa sortie au 11 octobre 2024, le jeu était en préparation depuis au moins 5 ans. Alors, en préparation depuis au moins 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, d'après les vidéos analyses justement sur ces interviews que j'ai regardées sur la toile, en préparation depuis au moins 5 ans veut uniquement dire que le jeu a germé dans l'esprit des développeurs depuis au moins 5 ans. Bon. Moi, quand j'entendais en préparation depuis au moins 5 ans, je me disais que c'est sur des plans graphiques, techniques, on y travaille déjà depuis au moins 5 ans. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Pour les développeurs en développement depuis au moins 5 ans, ce n'est que de l'abstrait. Et bien, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, si je vous parle de ça, c'est parce que pour moi, le jeu Dragon Ball Sparking Zero dans sa globalité, c'est quand même une grosse déception. C'est quand même une grosse déception par rapport aux promesses qu'on a eues par rapport à ce jeu, étant donné que depuis la fin d'année 2023 et durant toute l'année 2024 jusqu'à sa date de sortie officielle au 11 octobre 2024, les promesses qu'on a eues par rapport à ce jeu via les trailers qui étaient vraiment exceptionnels et éclatants, franchement, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On s'attendait vraiment à un jeu révolutionnaire. Mais quand on compare le rendu justement de sa date de sortie au 11 octobre 2024 et même un peu avant, 3 jours avant pour ceux qui avaient les accès anticipés, quand on compare à la qualité des trailers qu'on a eu, on se rend compte que les trailers nous ont complètement tout livré. Il n'y a eu aucune innovation, aucune surprise, il n'y a eu rien. Franchement, quand tu compares franchement le rendu, moi, je vais pas vous mentir, au bout de 3 jours, c'est-à-dire dès que j'ai eu le jeu au 11 octobre, j'y ai joué pendant 3 jours. J'étais déjà là de ce jeu. Tout à l'heure, je vous parlais du temps qu'il a fallu pour développer ce jeu. Et bien, pourquoi est-ce que je vous parlais du temps qu'il a fallu pour développer ce jeu? Et bien, c'est parce que beaucoup d'influenceurs en ont parlé. Ça ne servait à rien de nous sortir un jeu incomplet au 11 octobre 2024. Si le jeu était encore incomplet pendant son développement, ça aurait été mieux d'attendre le début d'année 2025 pour nous sortir ce jeu. Et on a l'impression que les développeurs se sont précipités pour nous sortir ce jeu parce que quand tu joues le jeu, tu as l'impression que le jeu il est incomplet parce que dans sa globalité, franchement, les combats sont hyper immersifs, voilà, ça explose de partout, les graphismes sont incroyables, exceptionnels et tout, mais tu sens quand même que le jeu, il y a énormément de manquements parce que lorsque je dis que c'était une grosse déception par rapport aux attentes qu'il y avait sur ce jeu. Parce que pour moi, le jeu malgré tout reste quand même supérieur à des jeux tels que Dragon Ball Z Kakarot ou encore Dragon Ball Xenoverse. Mais de très peu. Pour moi, il est supérieur de très peu. C'est-à-dire, si je donne peut-être la note de 12 sur 20 à Kakarot, moi je vais donner la note de 13 sur 20 ou 14 sur 20 à Dragon Ball Sparking Zero parce qu'il n'y a pas énormément de différence. Parce que pour moi, le jeu il est incomplet quand même de fou. J'aurais voulu donner mon avis concernant ce jeu un peu plus tôt, mais je me suis dit que j'aurais été sur le coup des émotions. Il valait mieux que j'attende encore un peu pour donner mon avis définitif et global. Maintenant, il y a énormément de problèmes et c'est ce qu'on va essayer de lister à partir de maintenant dans la vidéo. 12 maps, c'est la totalité des maps qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire même le premier DLC sorti, je parle du DLC sur Dragon Ball Super Hero, n'a pas réussi à monter ces chiffres. Et ça, c'est réellement une grosse déception. Pour moi, lorsque j'ai entendu cette information avant la sortie officielle du jeu, parce que l'information selon laquelle il allait avoir uniquement 12 maps dans le jeu est sortie un peu avant que le jeu ne sorte, moi ça m'a complètement découragé parce que personnellement j'espérais que le jeu Dragon Ball Sparking Zero fasse mieux que le jeu Dragon Ball Z Kakarot sur beaucoup d'aspects, et d'ailleurs j'en avais déjà parlé en vidéo. Les premiers aspects déjà ce sont les maps. 12 maps, franchement les gars, franchement c'est pas assez. 12 maps, c'est moi lorsque j'ai ça m'a saoulé, rien que ça m'a saoulé de fou. Et en plus de ça, il y avait le mode histoire
épisodique. Moi, j'avais déjà dit en vidéo que le mode histoire est épisodique. Franchement, c'est ça qui me décourage le plus concernant un jeu. Et c'est clairement ce qu'on a eu avec Dragon Ball Sparking Zero. Quand tu compares le jeu Dragon Ball Sparking Zero, en tout cas son mode histoire, au mode histoire de Dragon Ball Z Kakarot, franchement, il n'y a pas photo. Kakarot explose Sparking Zero concernant cet aspect-là. Bien que, comme je l'ai dit, les combats ils sont très immersifs. Autre chose concernant les maps. Sur leur site officiel, ils nous avaient vendu une information selon laquelle les maps seraient complètement destructibles. Alors, la destruction du décor, elle existe bel et bien sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero, mais ce n'était pas là qu'on attendait la destruction des maps, surtout lorsqu'ils nous disent clairement que les maps seraient complètement destructibles, étant donné qu'ils nous ont montré un exemple avec la planète Namek. Planète Namek que même en jouant, je n'ai jamais réellement réussi à détruire au point d'avoir la planète Namek en lave comme on a eu dans l'animé avec le combat Goku entre Freezer, bien que je ne joue pas suffisamment sur la planète Namek. Mais qu'à cela ne tienne, on espérait quand même que plusieurs autres maps soient aussi destructibles que celles qu'on a eues concernant la planète Namek. Et déjà, c'est déjà extrêmement difficile de détruire la planète Namek. Et en plus de ça, les autres maps, elles ne sont absolument pas destructibles. Et lorsque tu finis un combat, même tu te demandes même s'il y a eu réellement les destructions, étant donné que tu vois, il en reste encore des choses. En fait, c'est comme si au fur et à mesure que tu détruis, les choses ne font que se reconstruire, mais sans que tu ne le vois, étant donné que bon, dans le combat, tu bouges beaucoup. Et à chaque fois que tu reviens dans un endroit, peut-être qu'il y a encore les mêmes rochers que tu avais détruits, les mêmes voitures et tout. Ça, franchement, ça m'a aussi saoulé quand même. Autre chose concernant ce jeu Dragon Ball Sparking Zero, eh bien, je trouve que ce jeu, c'est un jeu vraiment boycotté. Boycotté dans le sens où on a les personnages de l'œuvre Dragon Ball. En fait, on a un personnage de l'œuvre Dragon Ball qui est Petit Goku, Kid Goku, c'est-à-dire Goku ado. Et on a aussi les personnages de l'œuvre Dragon Ball GT, mais on n'a pas le mode histoire de ces œuvres-là. Franchement, j'ai envie de dire limite, ça relève du manque de respect. Franchement, en vrai, les gars, moi, je n'ai pas envie de, voilà, de faire le différent ou quoi. J'ai l'impression que c'est du manque de respect parce que j'ai l'impression que lorsque les développeurs introduisent ces personnages, les personnages de ces œuvres-là, bah, c'est une façon pour eux de cacher la saleté sous les placards. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que lorsque les gamers vont voir qu'il y a ces personnages-là, Day One, et qu'ils n'auront pas besoin de mettre la main dans la poche pour avoir ces personnages en DLC, bah, ils seront fiers. Mais quand tu as ces personnages et que tu n'as pas le mode d'histoire concernant ces œuvres-là, franchement, c'est vraiment, mais c'est vraiment problématique. Et c'est pourquoi je dis, c'est limite du manque de respect parce que tu sens vraiment du boycott concernant ces œuvres-là. Justement, pour continuer avec l'aspect sur le mode histoire du jeu Dragon Ball Sparking Zero, pour moi, le jeu Dragon Ball Sparking Zero, c'est un jeu vide. Pour moi, c'est un jeu vraiment vide parce qu'on nous avait promis que le mode histoire sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero serait vécu selon la perspective de 8 personnages. Déjà là, il y a déjà un problème. Pourquoi est-ce qu'on doit seulement vivre ce jeu avec la perspective de 8 personnages, mais pourquoi pas d'autres? Parce que lorsqu'on nous dit que ce sera vécu selon la perspective de 8 personnages, bah déjà, ça nous inclut les combats intermédiaires qu'on pouvait y avoir. Et avec d'autres personnages secondaires tels les combats Yamcha versus les Cyberman ou encore, je ne sais pas, Krillin ou encore les combats de Tenshinhan et tout. C'est une façon d'exclure ces personnages-là. Déjà, lorsque j'ai appris que le jeu allait peser entre 27 et 32 gigas, moi je me suis dit, franchement, au vu des graphismes, parce que pour moi, si le jeu pèse autant, c'est uniquement à cause des graphismes. C'est pourquoi le jeu, il est aussi vide, parce que ce ne sont que les graphismes qui prennent énormément comment dire, d'espace mémoire, parce que ça manque énormément de lore. On va pas se mentir, le mode histoire, il est vraiment vide. Tu as le personnage de Vegeta qui n'a même pas de mode histoire pour Dragon Ball Super. Pourtant, on doit vivre le mode histoire selon sa perspective. Franchement, les gars, c'est extrêmement vite. Et je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, les développeurs du jeu se rendent compte du chose. Nous sommes en 2025. Ce qui marche avec les jeux vidéo aujourd'hui, bah, ce sont les jeux d'aventure RPG. Parce que quand tu t'assois sur un jeu d'aventure RPG, il y a déjà énormément de lore. Franchement, pour moi, le mode d'aventure de Dragon Ball Z Kakarot massacre et de très très loin Dragon Ball Sparking Zero concernant le mode d'aventure. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que là où il y a les combats en 2v1, bah, avec Dragon Ball Sparking Zero, tu es obligé de switcher. Or, quand tu prends par exemple un jeu comme Dragon Ball Z Kakarot, je sais que ce n'est pas forcément sain de faire des comparaisons dans les vidéos par rapport à ces jeux-là, mais pour revenir à Dragon Ball Z Kakarot, bah, lorsque tu entames le combat Goku et Piccolo versus Raditz, tu as un Raditz qui t'aide, pardon, tu as un Piccolo qui t'aide jusqu'à un certain degré, même si voilà, son apport n'est pas
hyper conséquent, mais il t'aide quand même, on le voit quand même, et ça c'est important. Ou encore le combat face au Cell Junior, tu as ton Goku ou ton Gohan, lorsque tu te bats face au Cell Junior, les autres sont aussi en train de se battre. D'ailleurs, tu peux faire des attaques combinées avec ces autres personnages là, mais le combattant principal reste quand même soit Goku, soit Gohan. Et ça, c'est vraiment très pertinent. Franchement, les développeurs, j'ai quand même envie de dire, il serait quand même temps d'innover, d'évoluer. Parce que j'ai l'impression qu'on stagne depuis ces dernières années. Parce que les jeux en 3 dimensions, ça fait quand même depuis un bon moment qu'on y joue. Que ce soit avec les Naruto Storm ou encore même depuis les Budokai Tenkaichi, c'était déjà les jeux en 3 dimensions. Mais j'ai l'impression que ça fait déjà un moment. Les gens perdent de plus en plus l'engouement sur les jeux vidéo, surtout sur les jeux vidéo animés, parce que voilà, il n'y a pas d'innovation, c'est presque les mêmes choses, c'est presque les mêmes attaques et tout. Moi, une chose qui m'a dérangé vraiment sur ce jeu Dragon Ball Sparking Zero, c'est que, moi je précise bien, uniquement sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero, parce que sur les jeux précédents, bon, je pouvais comprendre que ce sont des jeux qui sont sortis quand même avec les consoles telles que la PS4, mais pour le jeu Sparking Zero qui est sorti principalement sur la PS5, moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que lors des attaques ultimes, par exemple, lorsque Goku fait son Genkidama, tu ne peux pas contrer, c'est qui tout double. Soit tu contres, soit tu te prends l'attaque. Et ce n'est pas forcément le cas, étant donné que quand on se réfère à ce qui s'était passé dans le manga ou dans l'anime, lorsque Goku fait son Genkidama sur Kid Buu, tu as un Kid Buu qui arrive quand même à réagir derrière. Moi, j'aimerais qu'on instaure ce genre de choses-là. Parce que lorsqu'on est toujours là, c'est qui tout double, soit ça prend, soit ça ne prend pas. Franchement, ça commence déjà à être fatigant. Ou encore quand Gohan fait son Kamehameha sur Cell, tu as un Cell qui réagit. Moi, je parle pas des contres, parce que les contres, oui, ça existait dans Dragon Ball Sparking Zero, mais je parle de la possibilité de se déplacer pendant que tu as fait ton ultime. Les ultimes, voilà, tu es toujours en train d'attendre. Lorsque tu lances ton ultime et que ça prend, tu attends, il y a la cinématique et tout, avant de reprendre le combat. Le jeu doit être beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique. Franchement, c'est ça qu'on attend. Et quand je dis que c'est le moment quand même d'innover, on nous a quand même sorti les PS5 et on nous a dit la next gen et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Jusque là, on est d'accord. La next gen, mais qu'est-ce que la next gen a apporté au juste? Parce que j'ai l'impression que les gens en ont quand même marre de plus en plus des jeux vidéo. L'engouement par rapport aux jeux vidéo, je l'ai déjà dit, elle a quand même assez régressé. Eh bien, vous allez me dire que c'est peut-être parce qu'ils sont devenus adultes que l'engouement par rapport aux jeux vidéo a régressé. Moi, je vous dis non. S'il y a vraiment une régression par rapport à cet engouement par rapport aux jeux vidéo, moi, je pense que c'est parce qu'ils sont déjà fatigués de jouer presque le même type de jeu tout le temps. Parce que je pense que s'il y a un truc qui fait quand même le succès d'un jeu tel que Fortnite, c'est les mêlées. Moi, je pensais qu'avec un jeu comme Dragon Ball Sparking Zero, il allait y avoir des mêlées en ligne. Imaginez un peu, nous avait sorti un jeu où il y avait des mêlées en ligne, ou encore le mode d'histoire qu'on peut jouer en ligne ou encore en offline, c'est-à-dire tu prends un personnage, quelqu'un d'autre prend un autre personnage, vous jouez chacun votre mode d'histoire de votre côté et vous vous rencontrez à un moment donné. Après, chacun continue son histoire de façon différente et vous avez encore la possibilité de vous rencontrer. Ça, ce sont des innovations parce que on est déjà fatigué de jouer le même type de jeu d'aventure. Franchement, personnellement, je suis déjà fatigué de jouer le même type de jeu d'aventure. Et il y a aussi le problème de map. On en a marre. Franchement, j'en ai marre des limites de map. Coller les maps, regrouper les maps, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, faites comme, j'ai oublié le nom du jeu Avengers qui était, non, c'était plutôt des comics qui étaient sortis. Lorsque tu prends un gros coup, tu traverses une map, tu tombes dans une autre map et puis le combat se poursuit là-bas. Et avec Dragon Ball, j'ai même plutôt l'impression que c'est faisable, étant donné que en haut là, juste en haut des nuages, on peut considérer ça comme une map. Et au-dessus des nuages, on se bat dans l'espace avec le jeu Dragon Ball. Donc, surtout dans l'anime, on se bat déjà dans l'espace. Donc, ce sont des innovations qu'il faut vraiment apporter. Et là, je parle par rapport aux prochaines sorties des jeux Dragon Ball. Parce qu'il y a, je pense, en préparation actuellement, Dragon Ball Xenoverse 3. Franchement, ne faites pas les mêmes erreurs que Dragon Ball Sparking Zero, s'il vous plaît. Appliquez-vous à nous sortir un jeu vraiment complet parce que pour moi, Dragon Ball Sparking Zero, c'est un jeu vraiment trop incomplet. C'est incomplet de ouf et je trouve que c'est ça qui a apporté énormément de déception parce que lorsque tu vois les ventes juste à 5 millions de ventes, quand tu compares ça à un GTA 6 qui a 43 millions de ventes, presque une cinquantaine de millions de ventes, je te dis quand même, waouh, parce que les créateurs, les développeurs du jeu GTA 6, ils ont quand même mis du temps de développement et ce qui
ce qui a fait en sorte qu'on nous a pondu un jeu vraiment qualitatif. Et c'est clairement pas le cas avec le jeu Dragon Ball Sparking Zero qui a énormément de manquements. Pourtant, il avait le potentiel pour être le jeu de la décennie parce que moi, lorsqu'il y avait les trailers, c'est-à-dire parmi les tout premiers trailers, moi je disais qu'on avait le jeu de la décennie, le jeu du siècle même. Mais au fur et à mesure qu'on avait des informations, surtout par rapport au map et tout, moi je me suis dit, ah, ce jeu, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais au juste, en fait. Bref, pour en finir avec ce jeu Dragon Ball Sparking Zero, je vais donner mon verdict. Bah, si je dois donner mon verdict uniquement en me basant sur mes émotions, sur l'attente que j'avais par rapport à ce jeu, bah, je dirais que pour moi, Dragon Ball Sparking Zero, par rapport à mes attentes, mérite la note de 8 sur 20 parce que pour moi, franchement, j'ai été énormément déçu. Maintenant, si on veut parler de façon rationnelle de ce jeu, pour moi, ce jeu mérite la note de 13 sur 20. Pas plus que ça parce que, franchement, voilà, c'est pas de loin supérieur à des jeux tels que Fighters, tels que Xenoverse, tels que Kakarot. Franchement, je ne sais pas ce que ça a de plus à part les graphismes et tout qui sont vraiment exceptionnels, la destruction des décors aussi qu'on peut noter et tout. Bref, ce ne sont que pour moi, on va dire, des détails qui sont certes très croustillants, mais qui sont passés en fait. C'est tout. Bon, je vais toucher 2-3 petits mots sur Dragon Ball Daima, sur l'anime Dragon Ball Daima. Et on va essayer de clôturer la vidéo au plus vite pour qu'elle ne soit pas hyper longue. Alors, l'anime Dragon Ball Daima suscite énormément de controverses. Moi, je ne comprends pas forcément pourquoi. Moi, je vais pas vous mentir, je prends énormément de plaisir à regarder cet anime. Pour moi, franchement, je suis assez satisfait de l'anime Dragon Ball Daima et de ce que je vois. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont réussi à nous dire que avec l'épisode 17, bah, c'était quand même un épisode nul. Ou encore la transformation de Vegeta à SSJ3, c'était encore nul. Alors, concernant la transformation de Vegeta à SSJ3, je peux comprendre que par rapport au concept, face au Tamagami 2 et tout, pour beaucoup, voilà, c'était pas assez, il fallait quand même un adversaire beaucoup plus puissant. Je peux comprendre, mais moi je me dis que si Vegeta passait en SSJ2 uniquement, justement en ce moment-là, c'est peut-être parce que, on voulait déjà dans un premier temps nous montrer que Vegeta possédait le SSJ3 et peut-être parce que on voulait aussi nous montrer que plus tard Vegeta allait développer une autre transformation ou en tout cas peut-être que voilà il allait fusionner avec Goku pour donner un autre truc et je ne sais pas quoi parce que moi je ne trouve pas forcément que c'est réellement dérangeant. Après maintenant pour ceux qui disent ne pas aimer le jeu, je me demande vraiment s'ils sont sincères parce que qu'est-ce que je dis le jeu plutôt l'animé, je me demande vraiment s'ils sont sincères parce que il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'aiment pas l'anime. Bon, moi, je peux les comprendre. Ils ont le droit d'aimer, de ne pas aimer. Maintenant, il y en a qui, voilà, surtout parmi les créateurs de contenu, à ce qui paraît, il y a une rumeur qui circule selon laquelle, lorsque tu entres dans tes statistiques analytiques YouTube, on te dit que plus tu vas descendre Daima, plus ça va générer des clics. Est-ce que c'est pour ça que certains créateurs de contenu s'hasardent à continuer à descendre cet animé? Je ne sais pas, parce que moi, je prends vraiment du plaisir avec Dragon Ball Daima. Beaucoup nous parlent des épisodes qu'on aurait pu enlever et tout, des épisodes d'exploration et tout. Les gars, je vais quand même vous dire un truc. Si vous êtes fan de One Piece, franchement, tu ne peux pas me dire qu'un épisode de Dragon Ball Daima est nul. Parce qu'il y a des épisodes de One Piece, surtout avant l'ellipse. Oh, je dis pas que One Piece est nul, mais il y a des épisodes où tu te dis, même des chapitres en tout cas, même si prenons même l'arc Egghead. Franchement, et actuellement, je suis même en train de relire l'arc Egghead. En manga, je suis au chapitre 1073. Franchement, il y a des chapitres, tu dis, c'est long, il y a rien et tout. Ouais. Lorsque Luffy arrive sur Egghead là et tout, avec les robes d'outils et tout, franchement, c'est, tu as un Luffy qui explore Egghead et tout, c'est pas ouf. Mais quand c'est Daima, je ne sais pas pourquoi ça suscite autant de haine, autant de rage et autant de trucs. Et je me demande vraiment si le dégoût par rapport à cette œuvre, il est sincère ou bien c'est juste du storytelling, c'est juste de l'histoire. Parce que franchement, avec la transformation de Goku, j'ai kiffé de ouf à l'épisode 17. Maintenant, il reste 3 épisodes, c'est-à-dire le 18, le 19 et le 20. Je m'attends quand même à quelque chose vraiment d'assez impactant, d'assez significatif. On verra ce que ça va donner. Mais moi, je vous le dis clairement, je prends mon kiff. C'est peut-être pas exceptionnel, mais c'est quand même assez bon. Je vais même dire très bon. Pour moi, Dragon Ball Daima, bon, on va dire c'est bon, pas très bon. Bref, les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like, si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.